Bonjour à tous alors. Je remercie d'abord les organisateurs de ce cycle de m'avoir convié à échanger avec les Parisiens du XXIe siècle sur ce sujet de l'alimentation et de l'approvisionnement de la capitale qui m'a naguère occupée. C'est en tant que médiéviste, on vous l'a dit, que je vais m'efforcer d'apporter ma contribution en me limitant toutefois à la fin du Moyen-Âge, période qui m'est la plus familière, mais surtout période pour laquelle les informations sont les plus solides en la matière. La question que les organisateurs ont souhaité poser est vaste et d'importance à toutes les époques. Elle l'est dès le Moyen-Âge, surtout depuis l'essor que connaît cette ville à partir du XIe siècle, qui en fait au XIIIe la plus grande ville d'Occident, érigée qui plus est en capitale du royaume de France à la fin du XIIe siècle. À ce titre, elle abrite non seulement les élites urbaines présentes partout ailleurs, mais aussi la cour royale, les princes et tout leur entourage dans leurs hôtels particuliers, ainsi que nombre de dignitaires de l'Église. Vous connaissez la résidence des abbés de Cluny, au cœur de Paris. Elle se veut en outre une vitrine de la monarchie et déjà, la réputation de la ville est faite dans le domaine de la gastronomie. La question de l'alimentation s'y pose donc dans des termes plus variés et de façon peut-être plus aiguë qu'en d'autres lieux. Satisfaire la demande alimentaire d'une population que les historiens ont pu estimer à plus de 200 000 habitants au début du XIVe siècle constitue un défi considérable. Pourtant, il n'est pas aisé de traiter de nourrir Paris pour le Moyen-Âge, si l'on entend par là examiner comment il est pourvu, à l'échelle de la ville tout entière, à l'approvisionnement par une politique d'ensemble décelable. Non que les autorités, royales comme municipales, ne se montrent soucieuses de garantir au mieux l'approvisionnement des Parisiens, ne serait-ce que par souci de l'ordre public pour éviter des émeutes de la faim qui peuvent être terribles dans une ville si peuplée. Il en va en outre de la renommée de la capitale, vitrine du royaume. Mais il est impossible d'avoir une vue d'ensemble du problème et même de faire une pesée globale de la consommation alimentaire, c'est-à-dire de quantifier les aliments consommés par les Parisiens en cette fin du Moyen-Âge, qui n'a pas notre goût de la statistique. On en a pourtant quelques rares données chiffrées, telles que celles que fournit Gilbert de Metz dans sa description de la ville de Paris et de l'excellence du royaume de France en 1434. Entendant apporter là une preuve de l'excellence de la ville dont il s'attache à faire l'éloge, il indique l'ampleur de la consommation hebdomadaire moyenne, c'est l'expression l'une parmi l'autre comptée, de consommation hebdomadaire de viande et vente quotidienne de vin qui s'y fait. C'est donc une statistique très partielle car elle ne concerne que la viande et le vin, ce qui n'est pas un hasard cependant, et au contraire très significatif, on le verra. Pour le vin, il annonce, je reste sur ma diapositive, pour le vin, il annonce 700 tonneaux vendus par jour, mais seulement pour ce qui est de ceux soumis à l'impôt, le 4e. C'est donc sans compter ceux qui en sont dispensés, le vin des étudiants, des seigneurs et autres plusieurs, dit-il, qui sont à l'évidence nombreux. Autant dire que le chiffre avancé est loin de correspondre à la réalité globale et qu'il est peu exploitable par l'historien, d'autant que rien n'indique la capacité de ces fûts. Pour la viande, l'auteur évalue cette fois la consommation hebdomadaire et il la détaille en fonction de différents types d'animaux de boucherie, ce qui donne sur le graphique 4000 moutons, 240 bœufs, 500 veaux, 600 porcs, dont 200 porcs salés. Remarquons que ce sont des chiffres ronds qui donnent un simple ordre d'idées et dont la fiabilité est suspecte dès lors qu'ils illustrent un éloge. Ils sont néanmoins corroborés par le Ménagier de Paris, traité d'économie domestique daté de 1393, dû à un anonyme, membre de l'élite parisienne, sans doute noble, peut-être membre de la cour du duc de Berry. L'auteur s'en tient, lui, à la seule consommation de viande, mais détaille le débit, très contrasté, des différentes boucheries parisiennes, d'où il exclut la consommation des hôtels princiers. En comparant les deux séries de données, on remarque quelques divergences, mais néanmoins des ordres de grandeur comparables. Ces deux seules informations, passant sous silence le pain notamment, sont bien trop partielles et trop fragiles pour servir de base à une étude de l'approvisionnement global de Paris à la fin du Moyen-Âge. J'ai donc préféré aborder le problème non pas du point de vue des autorités en charge, mais de celui du consommateur, ce Parisien qui doit se nourrir au quotidien. Comment fait-il face, jour après jour, à ce souci de se procurer les aliments dont il a besoin, de quoi se sustenter selon l'expression du temps? On le devine, le problème ne se pose guère pour les princes,
aux ressources quasi illimitées, capables de faire venir de loin des denrées exceptionnelles pour agrémenter leur table, et pas non plus avec la même acuité pour les élites urbaines que pour les plus modestes. C'est quant à moi au plus grand nombre ce que les textes médiévaux nomment le commun, aux Parisiens moyens, dirions-nous aujourd'hui, voire à la population modeste et même à celle des plus humbles, que j'ai choisi de m'intéresser, car c'est pour eux que la tension entre le besoin de nourriture et sa disponibilité est la plus forte. Pourtant, la situation alimentaire ordinaire de ce commun, parisien ou non du reste, n'est pas aisée à cerner, tant les sources documentent davantage, d'une part celles des élites, et d'autre part des situations exceptionnelles. Ainsi, l'iconographie fournit de très nombreuses images de repas. Elles sont majoritairement focalisées sur les tables aristocratiques, pour lesquelles les artistes travaillent, et sur les festins exceptionnels, comme celui qu'offrit le roi Charles V à l'empereur germanique en 1378. Outre qu'elles sont d'interprétation délicate en raison des topoi qu'elles véhiculent et de leur souci esthétique qui conduit peut-être à enjoliver la réalité, ces images, vous le voyez, renseignent peu sur les aliments eux-mêmes, s'attachant surtout au mobilier, aux vaisseliers, aux services, aux manières de table, aux divertissements qui sont prodigués et plus encore aux convives. Elles ne disent rien du problème de l'approvisionnement, qui plus est, sans compter qu'elles ne sont pas toujours spécifiquement parisiennes. Des problèmes analogues se posent avec les traités de cuisine, dont les premiers apparaissent à la fin du XIIIe siècle et se multiplient jusqu'à la fin du XVe siècle. S'ils semblent les mieux à même d'éclairer l'alimentation, ils sont le fait de cuisiniers professionnels, visant à afficher leur savoir-faire au travers de leurs recettes de plats d'exception, sans commune mesure avec celui des ménages, et autant que la prodigalité de leurs maîtres, et non la cuisine du quotidien, fussent-elles des élites. On ignore quelle application réelle leurs recettes recevaient, en dehors de ce contexte particulier et de cercles très étroits de la plus haute aristocratie, au service desquels ces professionnels œuvraient. Même si des adaptations en ont été faites, qui se sont diffusées à des tables moins huppées et ont vulgarisé certaines de leurs pratiques. Ainsi, le célèbre viandier de Guillaume Tirel, dit Taillevent, que de plusieurs rois au XIVe siècle, au succès énorme, a été repris largement, adapté et simplifié pour des tables moins prestigieuses. C'est le cas notamment dans Le Ménagier de Paris déjà évoqué. Son auteur y a pour ambition de rassembler tous les conseils utiles à sa jeune épouse pour tenir son ménage. Or, il le fait dans un souci d'économie assez flagrant, pour ne pas dire pingre, et bien qu'aristocrate, il rend compte de ce qui est donc sans doute assez proche d'une réalité quotidienne des classes supérieures et aisées. S'il consigne quelques menus de grandes occasions, alors voilà, oui, j'avais mis cette diapo pour vous montrer que c'était des conseils à sa jeune épouse, je l'ai passé un peu vite. Il donne... Voilà. Petit souci de télécommande. Voilà. Il donne des recettes simplement pour qu'elles s'en inspirent éventuellement vraiment pour des très grandes occasions. Et c'est évidemment pas ce qu'ils vont manger tous les jours, manifestement. Donc s'il donne quelques menus de grandes occasions, c'est plus par envie ou parce qu'il y a assisté peut-être que pour les imiter. Son ouvrage ne se borne d'ailleurs pas à un recueil de recettes et fournit d'autres précieuses informations, notamment concernant les conditions d'approvisionnement. Il lui explique qu'elle peut acheter à crédit, par exemple, ce qui en fait une source de tout premier plan pour notre propos, à la différence des traités culinaires. Les chroniques paraissent dès lors un meilleur reflet de la réalité que les images ou les traités culinaires, puisqu'elles rapportent, elles, des faits s'étant réellement produits. Le problème, c'est que lorsqu'elles abordent des questions de consommation alimentaire, c'est le plus souvent au travers d'événements jugés suffisamment marquants pour trouver place dans une chronique. D'un côté, les famines et les pénuries, et de l'autre, les festins exceptionnels. D'où l'image qu'elle véhicule d'une alimentation médiévale oscillant entre terribles famines et bombances plus ou moins débridées. Les unes comme les autres ont bien sûr existé, à Paris comme ailleurs, mais elles sont exceptionnelles, et c'est justement à ce titre qu'elles n'ont pas manqué d'être racontées dans les chroniques du temps, avec force détail, à la mesure du souvenir marquant qu'elles avaient généré. Elle ne saurait à l'évidence, à elle seule, dire l'alimentation des hommes de ce temps, dans son quotidien le plus banal, si banal qu'il n'a pas sa place dans les chroniques. Pourtant, à ranger dans cette catégorie,
Il faut faire une place particulière au très fameux Journal d'un bourgeois de Paris, qui n'est en fait pas un journal, mais une chronique. L'auteur, un chanoine de Notre-Dame et non un bourgeois, il rapporte les événements dont il a été le témoin à Paris entre 1405 et 1449. Contrairement à la plupart des chroniqueurs, il y manifeste une constante attention à la vie quotidienne, notamment aux problèmes d'approvisionnement que rencontrent les Parisiens dans cette période troublée qu'il raconte. À la différence du ménagier, il s'attache à rendre compte de la réalité du commun et se montre particulièrement sensible, ému même, du sort des plus humbles, souvent absent des sources médiévales. Il apporte donc un éclairage complémentaire très précieux, même si son regard est celui d'un clerc à l'abri, lui, du besoin. Notre connaissance de l'alimentation des Parisiens s'appuie sur un dernier type de source, les comptabilités. On en a conservé un certain nombre pour Paris, fort heureusement, à la fin du Moyen-Âge. En dehors de quelques cas isolés de particuliers, ce sont des comptabilités de collectivités. Hôtels princiers, monastères, collèges, hôpitaux, tel l'Hôtel-Dieu, dont voici ici le compte de l'année 1428, conservé aux archives d'assistance publique. On y trouve, et c'est l'avantage des comptes, de longues séries de denrées réellement achetées avec leur prix, leur provenance, les noms des fournisseurs, mais aussi les autres dépenses occasionnées par la cuisine, c'est le chapitre que vous avez ici, et de multiples informations au fil des pages relatives à l'approvisionnement. Les comptes de l'Hôtel-Dieu sont particulièrement intéressants car ce très grand hôpital rassemble une population de plusieurs centaines de malades issus des couches modestes de la population et de religieux et religieuses appartenant, eux, aux classes moyennes, au monde de l'artisanat ou de la boutique souvent. Ils sont donc à même de nous renseigner sur la situation de ce commun. De ces différentes sources émane le sentiment qu'il existe une idée assez claire de ce que doit être l'alimentation, ce que l'on peut donc appeler une norme alimentaire. À preuve, le fait qu'à l'Hôtel-Dieu, le régime alimentaire est prescrit par un règlement. Édicté par les chanoines de la cathédrale, qui assurent la supervision de l'hôpital, il puise ses préconisations en matière alimentaire, tant pour les assistés que pour le personnel, dans l'idée que se font ces hommes d'Église de ce qui doit être assuré aux hommes du commun. Conviction elle-même nourrie par l'observation de ce qu'est d'ordinaire l'alimentation de ce commun. Du reste, il arrive que les malades, comme les religieux, se plaignent de la nourriture qu'ils reçoivent, signe qu'ils ont bien conscience de ce qu'elle doit être. Chez le ménager aussi, on trouve la preuve d'une norme alimentaire admise. Elle diffère cependant selon les catégories sociales. Ainsi, lorsqu'il décline des menus aux nombreux plats et services servis sur les grandes tables, ici un exemple de 31 plats en 6 services, il prône au contraire pour sa domesticité une alimentation qui lui paraît adaptée à la situation sociale inférieure à laquelle ils appartiennent. Un seul plat, une seule boisson. Mais c'est le bourgeois de Paris qui témoigne peut-être le mieux de cette norme alimentaire. Observateur attentif, je l'ai dit, il note régulièrement les périodes de pénurie et de cherté relevant les prix pratiqués aux étals, ces chertés qui affectent spécialement les gens modestes et donnent pour preuve les variations de prix qu'il relève pour des denrées qui apparaissent comme autant d'indicateurs de la conjoncture. Ce sont ces mêmes denrées dont il se réjouit parfois qu'elles soient en abondance. Elles sont à l'évidence choisies par notre chroniqueur pour le caractère universel de leur consommation. Ce sont, à ses yeux, les aliments de base, indispensables à tous, spécialement aux gens modestes, les premières victimes de la vie chère qu'il dénonce. On peut donc y lire en creux ce qu'est l'alimentation normale. Ainsi, en 1438, on peut donc lire, l'auteur raconte, et pour les courses que les Dilarons faisaient, enchérit tant pain et vin, que peu de gens mangeaient de pain leur sou, ni pauvres gens ne buvaient point de vin, ne mangeaient point de chair qui ne leur donnait, ils ne mangeaient que navets ou trognons de choux mis à la braise sans pain. Décrivant une situation de pénurie, il nous montre en creux ce que devait être l'alimentation normale. Pain, vin, chair, autant dire viande, et légumes, autres que des choux. Est-ce que j'en ai mis une autre ? Alors, autre exemple, je n'ai pas passé celle-là. Autre exemple, en août 1410, là encore, 6 grandes charretées sont suivies de pain, que plus d'un mois, le setier de bonne farine valait 54 francs ou 60, dont les pauvres gens de la ville, comme en désespoir, fuyaient. Donc, faute de pain,
c'est-à-dire la base, l'aliment de survie, vraiment le minimum vital, eh bien, faute de ce pain à suffisance, les pauvres sont obligés de fuir la capitale. En 1415, item en ce temps fut le pain à nouveau très cher, car le pain qu'on avait devant pour 8 blancs valait 5 solves parisis, et bon vin pour 2 deniers parisis la pinte, fromage et œufs furent si chers qu'on n'avait que 3 œufs pour un blanc et un fromage commun pour 3 ou 4 solves parisis. Au total, donc, en analysant les multiples passages de ce genre que l'on trouve dans le journal, on peut dresser une liste. Ah, décidément, voilà. Une liste des aliments consommés usuellement par les Parisiens. Le pain est l'aliment qui revient le plus fréquemment, puis le vin, suivi de la viande de différentes sortes et du poisson, toujours du hareng, des œufs et des matières grasses. Mais très fréquemment aussi sont mentionnés divers légumes, beaucoup plus rarement quelques fruits, surtout les pommes et les poires. À l'inverse, l'auteur se réjouit en 1414 que malgré les guerres qui sévissent partout, je cite, « il y avait 6 grands marchés de vivres, de pain et de vin ». On retrouve ici la formulation usuelle employée dans les sources du temps pour énoncer ce qu'est la nourriture d'un repas. Pain, vin et pitance. À l'Hôtel-Dieu, le règlement oblige à servir à chaque repas pain, vin, pitance et potège. C'est aussi ce qu'évoquent les images. Ici, par exemple, on voit sur cette gravure un bourgeois, de la classe moyenne donc, attablé pour son souper, c'est-à-dire le repas du soir. L'image illustre en fait un poème que j'ai retranscrit ici, qui détaille le repas fait de pain, que l'on voit trôner sur la table, de potège, c'est-à-dire ici cuit au pot dans la cheminée, de vin, que l'on voit dans l'éguière, de pitance, contenu dans l'assiette, et constitué pour une part de viande, apparemment une cuisse de volaille que l'homme porte à sa bouche. L'analogie est frappante avec cette autre image, où l'on voit à nouveau pain, vin, pitance en tout cas, et sur celle-ci que j'avais choisie pour ma diapo d'ouverture, où on retrouve pain, vin, pitance. C'est aussi donc la même chose que le règlement de l'Hôtel-Dieu. Reste qu'on est bien en peine de préciser avec ces seules images ce que recouvrent ces grandes catégories. Il faut se tourner vers les sources écrites pour y parvenir. Je me contenterai ici d'un rapide inventaire. Le pain d'abord. À Paris, comme ailleurs, le pain reste, on l'a vu, l'aliment de base pour le plus grand nombre. C'est le minimum vital. C'est sous cette forme que sont consommées les céréales à Paris et de façon plus générale en ville, à la différence des campagnes où les céréales sont aussi consommées sous forme de bouillie. L'attention portée par les autorités à la transformation des céréales en pain se traduit par des essais de pain réguliers. Ils montrent que plusieurs qualités de pain coexistent à Paris puisqu'ils sont réalisés à partir soit de froment, de méteille ou de seigle. C'est à partir de ces différentes céréales que sont faits les pains. Alors, les sources disent blanc, commun et noir, qui sont servis au personnel et aux malades de l'Hôtel-Dieu, dont seuls les plus atteints bénéficient de ce pain blanc, pain de qualité supérieure, fait avec du pur froment soigneusement bleuté, absolument inconnu dans les campagnes. Il est en général le lot des couches les plus aisées, je crois que je l'ai mis là aussi, comme le montre ici l'extrait du journal du Boulevard de Paris, où on parle de petit blé, et on le distingue, ça serait donc du méteil, qu'on distingue du froment, qui est beaucoup plus cher, et qui va constituer le pain blanc, qui est pourtant ici ordinairement consommé, puisqu'on se plaint là qu'on ne mangeait pas de pain blanc, ce qui apparaît comme tout à fait déplorable. Globalement, en ville, à Paris spécialement, le froment l'emporte sur les autres céréales. Sa farine peut être plus ou moins bleutée et donne alors un pain bis, l'ordinaire du commun. La part du pain dans l'alimentation est un marqueur social d'importance. Il est l'essentiel du repas des plus humbles, à savoir qu'à l'hôpital Saint-Jacques qui accueille les passants, on ne donne, comme toute ration le soir pour l'hébergement, que du pain. Les humbles se contentent de le compléter de quelques légumes et d'un petit morceau de viande, et par contre, il n'est qu'un accompagnement sur les grandes tables. Mais ce qui caractérise l'alimentation urbaine, c'est que si le pain est indispensable, il n'est pas suffisant. Il se doit, aux yeux de tous les Parisiens, d'être accompagné d'autres denrées, ce qu'on appelle le companaticum en latin, littéralement ce qui va avec le pain, la pitance de nos sources. Avant d'y venir, évoquons d'abord la boisson, soit le vin.
C'est la boisson des villes par excellence, même s'il existe aussi de la cervoise, bière non houblonnée, et d'autres boissons, cidre, poirée, bochet, etc., dont la consommation reste marginale. À Paris, ces boissons sont considérées comme des pis-aller ou des boissons de mortification, remplaçant le vin à l'Hôtel-Dieu, par exemple, le vendredi saint. Le vin est donc essentiel. Il ne saurait manquer sur les tables, même humble. À l'Hôtel-Dieu, les malades ne peuvent pas en être privés, pas plus que le personnel, ni même les enfants de chœur. Vin blanc, rouge ou clairet sont rarement distingués, ce qui laisse à penser que ce n'est pas un critère très important. La préférence semble néanmoins aller au vin blanc, léger, au moins jusqu'au XIVe siècle, où commence à se faire jour une appétence pour des vins rouges plus corsés, souvent additionnés d'épices pour les commensaux les plus exigeants. Ce ne sont pas des vins de garde en général, et il est conseillé de les écouler rapidement, avant qu'ils ne deviennent aigres. Le ménager ne manque d'ailleurs pas de dispenser à son épouse des conseils pour prendre soin du vin dont la conservation est très délicate, et il lui donne quelques astuces pour rattraper un vin qui aurait tourné. Les qualités de ces vins sont bien sûr variables, et les provenances traduisent la hiérarchie sociale de leurs consommateurs, vins locaux pour le tout venant, crus réputés de la région pour les tables aisées, et plus lointains encore, comme les vins de Beaune par exemple, pour les plus riches. La pitance, maintenant, elle est souvent confondue avec le potège, et désigne en fait tout ce qui se cuit au pot, soit en général un mélange de viande et de légumes plus ou moins consistants. L'essentiel, n'empêche, est tenu par la chair. On trouve ça dans les textes de l'époque et non pas la viande qui a un autre sens. Donc la chair tient une place de choix dans cette pitance. Les XIVe et XVe siècles sont en effet les siècles les plus carnassiers avant longtemps, spécialement en ville. Dans ces viandes, on retrouve la triade classique des viandes, bœuf, mouton, porc. Il faut, chez le ménager, ajouter donc le veau qui est signalé, mais qui est beaucoup plus rare. À Paris, la prépondérance du mouton est extrêmement visible. C'est la viande de base à l'Hôtel-Dieu, la plus vendue aussi par les bouchers parisiens, si l'on en croit le ménager. Attention tout de même aux quantités que cela représente, parce qu'évidemment, un bœuf, ce n'est pas le même poids de viande qu'un mouton. Donc il ne suffit pas de compter les animaux. Il faut arriver à les peser, ce qu'on est assez en peine de faire, à vrai dire. C'est dans ce domaine de la viande que la différenciation sociale reflétée par la hiérarchie alimentaire se marque le plus nettement. On l'a déjà noté pour le pain et le vin, mais là, c'est vraiment très flagrant. Le ménager complète en effet ces statistiques que nous avons vues par la consommation de viande dans les différentes cours princières de la capitale. Bœuf, mouton et porc y sont bien évidemment présents, mais s'y ajoute du veau, du chevreau, que le ménager considère comme meilleur que l'agneau, lui aussi servi. Ce sont là des marques de luxe. D'abord parce que cette viande blanche est jugée plus délicate. Elle est aussi beaucoup plus tendre et réputée plus digeste. On la donne aux malades, par exemple, à l'Hôtel-Dieu. Et surtout, de meilleure qualité gustative, mais surtout, elle marque la capacité du consommateur à abattre et à consommer un animal jeune, c'est-à-dire un animal qui n'a pas encore été productif. Et ça, c'est vraiment une marque de luxe. On mange un agneau avant qu'il ait produit toute la laine voulue. On mange un bœuf avant qu'il ait travaillé, ou une vache avant qu'elle ait produit lait et veau. Surtout, on ne peut qu'être frappé par la quantité extraordinaire de volailles consommées sur les tables princières et royales. Le ménager, alors qu'il compte par semaine pour les autres viandes, exprime ses statistiques pour la volaille par jour. Et c'est par centaines qu'il décompte les paires de pigeons, les oisons, les perdrix, les poussins, c'est-à-dire les jeunes poulets, sans parler de cygnes, paons et autres faisans que l'on sait fort priser lors des festins. En effet, les oiseaux, parce qu'ils s'élèvent dans le ciel, sont considérés comme des animaux appartenant à l'ordre céleste et sont ceux qui conviennent aux élites. On trouve cette place faite à la volaille chez le ménagier, où sont cuisinées des espèces moins nobles cependant, des poules, des canards, des oies, soit des animaux domestiques, alors que les produits de la chasse sont rares, en dehors des gibiers de prestige, comme les cerfs, les sangliers, sur les tables de la très haute aristocratie, et donc les oiseaux que j'évoquais tout à l'heure. Rien de tel, évidemment, chez les Parisiens du commun qui consomment, eux, les viandes que l'on a citées, mais aussi, surtout, des abats, langue de bœuf, par exemple, et tous les abats du mouton, fraissures, rate, tête, pied de mouton, tripes. On pourrait dire qu'au moins à l'Hôtel-Dieu, dans le mouton, tout est bon. Pour tous,
Quelle que soit la catégorie sociale, la viande doit être remplacée pendant les jours maigres, soit 2 jours par semaine au moins, et pendant les périodes de jeûne, que sont le carême et l'Avent, par du poisson, d'eau douce ou de mer. Un très grand nombre d'espèces d'eau douce sont consommées, carpe, anguille, alose, perche, barbeau, tanche, etc. Quant aux poissons de mer, consommer frais, il est un luxe, de même que les coquillages et mollusques. Il est le plus souvent salé, sort ou caqué, avec un poids écrasant du hareng, seul poisson des pauvres et très majoritaire chez le commun. Les œufs sont aussi très présents, on l'a vu, consommés tels quels ou entrant dans la composition des plats et des sauces. Ils constituent un apport de protéines complémentaires d'importance. Il faut aussi ajouter les fromages que l'on a vu cités par le Journal du Bourgeois de Paris. Et bien sûr, les légumes et les fruits, bien que discrets dans la documentation, ils sont pourtant sûrement largement consommés. Ils sont du reste mentionnés dans le journal, qui déplore par exemple que les plus pauvres en soient réduits à se nourrir exclusivement de choux, alors qu'il cite au fil des pages une assez grande variété de légumes, un petit peu moins de fruits. Grâce au chapitre de son ouvrage que le ménager consacre à la tenue du jardin, on sait qu'il est susceptible ce qu'il est susceptible de produire dans son potager. Et vous le voyez, la liste est assez conséquente. On y trouve des légumes, j'ai classé un petit peu tout ça parce qu'on en a des grandes listes. Donc j'ai isolé d'abord les légumes, donc vous voyez une assez grande variété. Et puis aussi une liste très importante de plantes que l'on pourrait plutôt ranger dans les condiments, voire dans les plantes aromatiques, et même sans doute quelques-unes qui sont simplement des plantes d'agrément. Il cite en revanche assez peu de fruits, alors qu'il utilise des fruits que je qualifierais d'exotiques, des figues par exemple, dans certaines de ses recettes conseillées à sa jeune épouse. Vous le voyez, le contraste est assez saisissant avec les fruits et les légumes que l'on trouve au fil des pages du Journal du Bourgeois de Paris. La carte est beaucoup plus réduite. On trouve quelques choses en commun, les fèves par exemple, les pois qui sont les légumineuses extrêmement consommées, mais on trouve aussi des oignons et de l'ail, et pour les fruits, des choses de beaucoup moins prestigieuses, on va dire, que chez le ménager. La différence est assez marquée entre les légumes racines, oignons, ail, raves, on trouve aussi parfois des carottes, je ne les ai pas notées, je crois, qui sont cantonnés aux catégories sociales inférieures. Ce sont des légumes racines, elles poussent sous la terre. Elles sont éminemment moins estimées que la verdure, c'est-à-dire ce qui sort de la terre. Donc plus rares les fruits, je l'ai dit. Pour être tout à fait complet, il faudrait aussi ajouter les graisses, enfin disons les produits qui constituent autant le beurre, le saindoux et les huiles de différents types. Jamais cités en revanche dans le journal, tous les édulcorants. On trouve en revanche bien sûr du miel chez le ménager. Au total donc, une alimentation fondamentalement urbaine qui cherche à se démarquer de celle de la population rurale, rustique dit-on alors, par le recours au pain, majoritairement de froment et aussi blanc que possible, la consommation systématique de vin, mais également de viande ou de poisson, aussi souvent que possible, frais l'un comme l'autre. Mais au-delà de ce régime général, une carte très étendue et une alimentation différentielle dans une population au large spectre socio-économique, rien de comparable entre la nourriture des cours royales et princières et celle des humbles. Au Moyen-Âge, l'alimentation est un marqueur social parmi les plus forts, à l'égal du vêtement. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » est une assertion plus vraie encore au Moyen-Âge que de nos jours. Il faudrait aussi examiner le problème des rations qui constituent sans doute un élément de différenciation sociale très clair, mais elles sont extrêmement délicates à établir. Et je m'en tiendrai ici, faute de temps, à celles que j'ai pu estimer, mais vraiment très difficilement, pour l'Hôtel-Dieu. Un malade, alors on n'a aucune estimation pour le pain, dont on sait simplement que l'on doit en avoir tout son sou. Ça ne nous dit pas beaucoup la quantité. Par contre, pour le vin, le malade de l'Hôtel-Dieu reçoit chaque jour un demi-litre de vin pur, comme les novices, les serviteurs et les enfants de chœur, alors que les sœurs, elles, en reçoivent 1 litre et les frères 2 litres. Ce qui montre bien que la quantité... J'étais sûre que ça vous ferait réagir. Que la quantité, donc la ration, ce que j'appelle la ration, est bien un marqueur de la hiérarchie. Les frères sont au-dessus des sœurs, toute bonne logique, n'est-ce pas, et les sœurs au-dessus des malades, qui sont au niveau des serviteurs.
Pour la viande, je n'ai pas pu faire la même hiérarchie, mais j'ai pu peut-être estimer, mais sans grande sûreté, à peut-être 300 grammes par personne la quantité de viande, complétée parfois d'œufs ou son équivalent en poisson. Cela paraît beaucoup, mais finalement, c'est assez cohérent avec le nombre d'animaux de boucherie consommés à Paris, avancé par Gilbert de Metz, pour une population qui n'est plus alors, en 1434, qu'estimée qu'à 100 000 habitants. Ça donnerait une consommation équivalente à celle des années 1950, soit une consommation considérable pour le Moyen-Âge, mais évidemment très variable d'une catégorie sociale à l'autre, d'où les chiffres exorbitants des hôtels royaux et princiers fournis par le ménagier. Quoi qu'il en soit, ces besoins, si on les rapporte aux 200 000 Parisiens du début du XIVe siècle, et même seulement aux 100 000 que compte la capitale un siècle plus tard, représentent une variété et des quantités énormes de denrées qui doivent être mises à disposition de la population pour satisfaire sa demande. La question qui se pose à ce stade est de savoir quels moyens peuvent être mobilisés pour relever ce défi considérable et s'il l'est. Il faut d'abord considérer que la ville produit elle-même une part de ce qu'elle consomme. Elle participe ainsi à son approvisionnement dans une mesure plus grande qu'on le pense ordinairement. En effet, on produit dans cette grande ville des denrées alimentaires puisque jusque dans l'enceinte se trouvent des espaces champêtres, lopins de vigne ou de vergers, bien visibles sur les plans. Alors celui-là, le premier le plus proche du Moyen-Âge que l'on puisse trouver, c'est celui qui a été établi en 1530, que vous voyez ici, et en l'agrandissant, on distingue effectivement dans la ville elle-même ces taches vertes qui témoignent de la présence d'espaces champêtres, disent les textes, où on cultive surtout quand même de la vigne ou des vergers. Les propriétaires en sont des princes, des dignitaires de l'Église ou des établissements ecclésiastiques, parfois encore des aristocrates, tels notre ménagier, voire de riches bourgeois. On voit ici une illustration de ces courtiles, selon les mots des textes, vignes ou jardins clos, jardins vivriers aussi, d'agréments ou d'ornements, qui sont décrits dans le traité de Pierre de Crescens, donc ici intramuros, donc un jardin urbain en haut et en bas à gauche une vigne intramuros, comme le montre bien l'image où on voit les murs de la ville qui à l'arrière-plan. De ces fenêtres du Louvre, que l'on voit ici à l'arrière-plan, le roi peut compléter les travaux des champs se déroulant juste sous les murs de la rive gauche. Ici, les semailles du mois d'octobre du calendrier des très riches heures du duc de Berry du début du XVe siècle. Les sources fiscales que l'on a conservées pour Paris mentionnent aussi des laboureurs, des vignerons qui, à l'évidence, franchissent les diverses portes de la ville chaque matin pour gagner les terres agricoles situées dans l'environnement immédiat de la capitale. Depuis le milieu du XIIe siècle, les marais qui ceinturaient Paris au nord et au nord-ouest ont été aménagés, d'où le nom du quartier de Paris qu'on a encore aujourd'hui, qui garde cette trace. Cette opération agricole spectaculaire a transformé le milieu naturel, insalubre et inculte, progressivement asséché, assaini, en pâturages communaux d'abord, puis en prés de fauche, on les voit sur la légende encore, et enfin au XIIIe siècle en terrain cultivé, mêlant à proportions variables des jardins et des champs. On voit clairement sur ce plan l'importance prise par les cultures maraîchères au nord de la ville pour répondre à l'appétence des Parisiens pour les légumes. Pour ce qui est du poisson, il abonde dans la Seine, où, jusqu'au pied des ponts de la ville, se pratique la pêche, au filet ou à la ligne, plusieurs fois représentée sur les miniatures illustrant la vie de Saint-Denis, une vie de Saint-Denis du XIIIe siècle. Elle n'est pas réservée aux seuls professionnels, mais il en est. Outre les professionnels, des particuliers disposent pour l'approvisionnement de leur table de quelques arpents, voire d'une exploitation agricole en banlieue, et nombreux sont les Parisiens qui goûtent le plaisir de voir sur leur table les fruits de leur propre terre ou jardin, voire qui commercialisent leur surplus, notamment en vin, puisqu'ils sont autorisés à vendre à taverne. L'élevage domestique de quelques porcs et de volailles, sinon d'un mouton ou d'une vache, dans une dépendance de la maison, est également une pratique courante. Elle est attestée par des règlements périodiquement rappelés, ce qui traduit leur inefficacité, interdisant la divagation des porcs dans les rues parisiennes, qui occasionnent des obstacles à la circulation et des souillures, bien qu'ils constituent aussi de précieux auxiliaires pour traiter les déchets.
Les institutions ecclésiastiques, notamment les nombreux couvents que compte la capitale, disposent elles aussi de terre. Ainsi, l'Hôtel-Dieu n'a qu'exceptionnellement à acheter du pain, puisque les grains tirés de ses propriétés suffisent, une fois panifiés par son propre boulanger, à rassasier les centaines de malades accueillis, ainsi que les membres du personnel. Reste que, pour une large part, l'approvisionnement de la capitale nécessite l'apport de produits d'origine extérieure à la ville elle-même. Heureusement, la région parisienne est une grande région agricole, prospère, pourvoyeuse de la plupart des denrées alimentaires réclamées par la population. Ah, ça saute 2 fois. Les grandes plaines de France, c'est-à-dire la plaine du nord de Paris, les plaines de Brie, de Beauce au sud, couvrent en général une bonne partie des besoins des Parisiens. En complément, surtout en cas de mauvaise récolte, il peut être fait appel aux grains de Normandie ou de Picardie. La viande est elle aussi fournie par l'élevage pratiqué dans toutes les campagnes environnantes, complétée parfois par des troupeaux amenés sur pied du Perche, du Berry, du Poitou, voire de Bretagne. L'élevage francilien pourvoit aussi à la consommation de fromage. La Seine et ses nombreux affluents très poissonneux, on l'a vu, procurent du poisson d'eau douce en quantité, tant carpe que brochet, anguilles, lamproie, perche. Ces cours d'eau sont aménagés en pêcherie, sorte de bief équipés d'engins de capture barrant en partie le courant et permettent ainsi d'abondantes pêches. Il faut en revanche bien sûr faire venir le poisson de mer des rivages de la Manche ou de la mer du Nord. La région est aussi grande productrice de vin. On le voit tout autour, avec des densités de surface cultivée énormes, sachant que les lopins de vigne sont évidemment de superficie bien moindre que les lopins de terres arables. Donc on a ici des proportions qui sont absolument considérables. Et cette région productrice de vin est si importante qu'elle dégage des surplus et exporte donc ces vins en dehors de la région, malgré la quantité de vin consommée dans la ville. Même s'il est de qualité médiocre, le vin qui est souvent cultivé dans toutes les vallées suffit aux tables du commun. Les grands, en revanche, complètent les meilleurs crus de Suresnes, Chaillot ou Argenteuil par du vin de Beaune. Au total donc, l'essentiel est sinon à disposition sur place, du moins à portée de main. Alors, je reviens sur cette carte de l'approvisionnement de Paris. Le poids de la capitale et de son bassin de consommateurs est tel qu'il en fait, vous le voyez sur la carte, un centre à fort rayon d'attraction, capable de drainer vers elle les produits, pas seulement agricoles au demeurant, de régions assez lointaines, que vous voyez nommées sur la carte, d'autant que l'acheminement jusqu'à la capitale est facilité par un réseau de communication routier, d'une part, et surtout hydrographique d'une redoutable efficacité. La Seine et ses affluents, convergeant vers la ville, plus navigable qu'aujourd'hui et que l'on remonte, constituent en effet la voie principale du ravitaillement tant régional qu'international. On voit ainsi la Seine porter de façon extrêmement fréquente des bateaux, plusieurs souvent accolés, qui transportent le vin. En effet, le vin souffre de transport terrestre parce que les fûts risquent d'être secoués et disjoints et laisser échapper leur précieuse cargaison. Donc on préfère les transporter par la mer, mais il existe aussi un trafic par terre. Est-ce que j'en ai une autre ? Oui, le trafic fluvial est aussi réservé aux pondéreux parce que sur la terre, le transport est beaucoup plus coûteux et on préfère donc le réserver à des marchandises de faible poids, mais de forte valeur, ou alors aux marchandises qui doivent aller vite, puisqu'évidemment la route est quand même beaucoup plus rapide. C'est le cas du poisson de mer et autres coquillages qu'on fait venir de Manche et du mer du Nord via les ports de Boulogne, Dieppe et Rouen. Il est acheminé ensuite par voie de terre s'il est destiné à la consommation fraîche, ce qui est le cas sur tous les poissons de luxe, alors à dos de cheval ou par voiture. Le poisson voyage de nuit dans des paniers sous la conduite des voituriers de poissons de mer et ces convois rapides constitués de quelques 200 chevaux entrent à Paris le lendemain de la pêche, au petit jour, par le chemin des Poissonniers, encore la rue Poissonnière aujourd'hui. Les poissons, sors, caquets, salés, sont eux acheminés par voie d'eau, parce qu'il n'y a pas d'urgence, dans des tonneaux et déchargés au port de Paris. Le bétail, acheminé depuis le Valois et le Vermandois en Île-de-France, et aussi des régions d'élevage du Maine, du Perche, du Limousin parfois, de la Marche, est amené sur pied par la route, donc, avant d'être mis au vert dans les pâturages voisins de Paris.
Les marchands par eau débarquent les denrées dans différents ports, car Paris bénéficie d'excellentes infrastructures portuaires qui contribuent pour une bonne part à la prospérité de la ville, en étant capable d'accueillir les marchandises dans de bonnes conditions. N'imaginons cependant pas des ports comme ceux d'aujourd'hui. Alors on a tenté une reconstitution de ce port de Grève, qui est le plus important port de Paris. Alors vous l'avez vu sur la place de Grève, vous le voyez en rouge sur la carte, donc en face de l'île Notre-Dame, enfin de l'île de la Cité. Donc on a tenté ici une reconstitution pour vous donner une idée de ce qu'est un port, même à la fin du Moyen-Âge. Vous voyez en fait ici, le port de Grève est une grève naturelle, c'est-à-dire une plage en pente douce sur laquelle on peut facilement traîner les bateaux. On l'a quand même équipé d'appontements où viennent s'attacher donc les bateaux perpendiculairement au fleuve, et ils débarquent leurs marchandises sur cette place de Grève, cette immense place où on voit stocker les marchandises et circuler les marchands. On voit un peu, alors cette reconstitution est plus parlante, mais on le voit quand même sur ce plan que je vous ai déjà montré tout à l'heure, que j'ai agrandi, et on voit donc la place de Grève avec donc ce port en grève et ces nombreux bateaux qui y sont appontés, accostés, je ne sais pas. Où j'en suis, tajada. Alors donc, par contre, une fois qu'on a débarqué les marchandises, les règlements précisent qu'il ne faut pas qu'elles restent trop longtemps, il faut qu'elles circulent parce que ça fait des embouteillages monstres dans ce coin-là. Donc il faut très vite les acheminer vers les différents marchés où elles rejoignent des marchandises qui sont venues, elles, par terre, les troupeaux que j'évoquais tout à l'heure et que l'on voit à nouveau sur cette vie de Saint-Denis passer sur les ponts de Paris. Donc ici, ce sont des troupeaux de bœufs ou de bœufs en tout cas, et ici on les voit, les troupeaux de moutons et de porcs. Les porcs du Moyen-Âge ressemblent étrangement à nos sangliers, mais ce sont les porcs quand même domestiques, vous le voyez, ils sont guidés. Les marchandises donc, sont acheminées jusqu'aux différents marchés de Paris. Au XIVe siècle, à la fin du XIVe siècle, il en existe 6 grands marchés publics à Paris, plus ou moins spécialisés. Donc on les voit ici, la place Maubert, où on trouve un marché au pain, mais aussi les étaux des bouchers, les bouchers forains, c'est-à-dire non parisiens. Dans la Cité, la rue de la Juiverie et la rue Neuve Notre-Dame abritent un actif marché au blé, et au parvis Notre-Dame se tient le marché au lard et aux graisses. La porte de Paris ou Apport Paris, près du Châtelet, compte un marché aux poissons d'eau douce et aux légumes. Et la porte Baudoyer constitue un autre marché actif. Il sera finalement transféré au cimetière Saint-Jean. Mais le principal est situé aux Halles en Champeau. Vous voyez ce gros carré noir sur le plan. Alors, je vous ai agrandi ici un plan. Il a été établi au XIIe siècle, à l'origine pour les draps, et puis il a accueilli ensuite les denrées alimentaires nécessaires à la capitale. Remarquablement situé à la convergence des voies importantes vers le nord du royaume et la Normandie pour faciliter son approvisionnement, il est primitivement en plein air, puis il est doté, alors je vous ai donné ici un plan un peu plus agrandi, donc il est doté de halles, longs bâtiments charpentés à étages, où la marchandise est à l'abri des intempéries et peut être stockée la nuit, protégée derrière une enceinte étroitement surveillée. 2 autres halles s'ajoutent au XIIIe siècle et les activités marchandes gagnent les rues avoisinantes. Les commerces de même nature y sont regroupés par halles ou par rues, et les forains disposent d'emplacements fixes désignés par leur région d'origine. L'offre de marchandises est encore... À chaque fois, j'en passe. L'offre de marchandises est encore plus importante les jours de foire qui se tiennent en ville ou dans des localités voisines. La plus célèbre ici, celle de la foire du Landy, entre Paris et Saint-Denis, qui a lieu tous les ans en juin, est réputée internationalement. Elle est réputée pour son bétail. On voit ici un troupeau de moutons qui est apporté au premier plan, et aussi pour son vin, en plus des draps, bien évidemment. L'ouverture de la foire, qui vous est représentée ici, est traditionnellement annoncée par l'évêque de Paris, qui bénit les marchands du haut de la tournelle, un édicule plus ou moins carré, qui se dressait au centre du champ de foire. À tous les stades de la commercialisation,
Des professionnels assermentés ou des officiers contrôlent la régularité des transactions, en particulier la conformité des mesures. On voit ici des mesureurs de grains en grève et des jaugeurs de vin. Ils vérifient aussi la qualité de la marchandise. Le ravitaillement en marée, c'est-à-dire en poissons de mer frais, est particulièrement surveillé en raison des risques sanitaires liés à un produit qu'il est difficile de conserver dans de bonnes conditions, sans glace bien évidemment, en dépit des longues distances à parcourir. C'est aussi et surtout le cas de la viande, pour les mêmes raisons sanitaires, ce qui a conduit à limiter les points de vente aux 6 boucheries que notre ménager a listées tout à l'heure. Tout cela pour en faciliter bien sûr le contrôle. En dehors de ce cas particulier, le consommateur parisien se fournit surtout dans les boutiques ou aux étals des artisans de bouche. Ils sont très nombreux dans la capitale, d'autant plus nombreux qu'ils sont extrêmement spécialisés. Là encore, les sources fiscales sont d'un grand intérêt puisqu'elles désignent chaque individu contribuable, en principe, plus ou moins, par le nom de son activité. Et on voit ici la variété. On distingue par exemple le talmelier qui va former le pain du fournier qui va lui le cuire. Ce sont 2 métiers différents. On trouve aussi tout un tas de gens qui font ce que nous appellerions des pâtisseries, mais qui ont chacun leur spécialité. Un tel ne fera que des gaufres, l'autre ne fera que des oublis, etc. Donc on a vraiment énormément de marchands, de métiers de bouche extrêmement spécialisés. Si bien que chaque Parisien trouve son boulanger du coin, qui est à sa porte et auprès duquel il peut se fournir. Il y trouve aussi un poissonnier d'eau douce ou poissonnier de mer, un fruitier, etc. Il trouve surtout une profession qui est très intéressante, on les appelle les regrattiers. Drôle de nom. Ce sont en réalité tous des commerçants qui vendent, qui revendent, on va dire, au détail des marchandises qu'ils ont eux-mêmes achetées. Et un peu de tout. Disons les denrées de première nécessité. Ce serait notre épicier du coin. Et ils sont extrêmement nombreux et c'est là que les Parisiens se fournissent. Ces commerçants, tous ensemble, donc, vendent au détail soit des denrées directement consommables, du vin au détail par exemple, des fruits, de la viande aussi, des œufs, du poisson. On a vu que notre journal du Bourgeois de Paris comptait les œufs à l'unité, donc on va acheter 3 œufs. Ils vendent aussi des produits à transformer par le particulier, de la farine par exemple, mais ils vendent aussi des aliments qu'ils ont eux-mêmes élaborés. Je parlais du talmelier tout à l'heure et de toutes les sortes de pâtisseries. Il est intéressant de noter que le prêt-à-manger est très développé et les fouilles archéologiques laissent penser que bien des logements ne disposaient en effet pas de quoi cuisiner. Il fallait donc aux Parisiens aller acheter chez le traiteur, en quelque sorte. Donc quelque chose qu'ils puissent tout de suite consommer. Et évidemment, chaque jour, puisque les conditions de conservation sont évidemment extrêmement précaires, en dehors des denrées salées qui se conservent évidemment très longtemps. Donc on se fournit au jour le jour en plats préparés chez le traiteur. On aurait garde d'oublier dans ce tableau la vente ambulante, chaque fois particulièrement développée à Paris, puisque dès le XIIIe siècle, les crieries de Paris font l'objet d'un poème de Guillaume de Villeneuve, qui est ensuite illustré vers 1500 par des héliogravures peintes, figurant ces hommes et femmes qui promènent leurs cris dans toute la ville pour annoncer leurs marchandises et attirer le chaland. Vous voyez ici la crieuse des fèves du Marais. On retrouve les marais que je vous ai montrés tout à l'heure. Et les fèves, ces légumineuses universellement consommées. Et on trouve aussi tous ces homologues. Alors ici, vous avez donc, si je ne vois pas très bien, la marchande d'épinards ou de porrée. « Ma belle poirée, mes beaux épinards », crie-t-elle à gorge déployée par les rues en faisant porter par son âne ses paniers de légumes. Et vous voyez là encore qu'on a une spécialité sur certains légumes. Alors, elle est retrouvée par sa compagne, sa comparse, on va dire, qui, elle, vend des harançors. Harançors, crie-t-elle à la cantonade, avec son grand panier porté sur la tête. On trouve aussi donc nos fameux pâtissiers, en quelque sorte. Alors, je dis pâtissiers, mais en réalité, les pâtissiers, ça existe au Moyen-Âge, mais eux, ils font des pâtés.
donc des pâtés de poisson, des pâtés de... Voilà, donc des plats salés, en quelque sorte. Donc ici, au contraire, on a un vendeur d'échaudés, gâteaux, petits choux chauds, crie-t-il, là encore, avec son éventaire autour du cou. On trouve aussi le vendeur de raves, rave, dulce rave, et notre fameuse vendeuse de fèves des marais, et encore, j'en avais un dernier, et celle qui porte son lait. « Qui veut de bon lait ? Qui veut de bon lait ?» crie-t-elle. Cela nous laisse imaginer l'environnement sonore, extrêmement bruyant de la capitale, environnement sonore que les historiens tentent de reconstituer actuellement, mais ce n'est pas très facile. Ne pas oublier dans ce tableau non plus la part de l'autoconsommation, au moins pour les classes moyennes ou les collectivités qui peuvent posséder quelques lopins hors les murs de la ville, on l'a vu, ou intramuros même, treilles, jardins potagers, ou se voir verser des rentes, voire des fermages en nature pour ceux qui possèdent des terres. On se tromperait ainsi lourdement si, en se fiant aux dépenses listées dans les comptabilités, qui concernent les viandes, les poissons, les fromages, on pensait que les Parisiens ne consomment pas de légumes. C'est qu'ils ne les achètent pas. Donc ils ne les ont pas mises dans leur comptabilité, puisqu'ils n'occasionnent pas de dépenses, mais les récoltent, à l'instar du ménagier et des religieux de l'Hôtel-Dieu. Au total, tout concourt à procurer aux Parisiens de quoi se nourrir, et l'approvisionnement de cette pourtant très grande ville, alimentée par les régions voisines, paraît assuré, au moins en temps normal. Mais tout ne se passe pas toujours aussi bien, comme en témoigne le bourgeois de Paris qui rapporte au long des quelques 40 années de son journal les nombreuses crises alimentaires qui affectent la capitale. Elles sont dues en premier lieu aux aléas météorologiques, la sécheresse moins que l'excessive pluviosité ou le gel dans ce petit âge glaciaire de la fin du Moyen-Âge. Les récoltes de grains comme de vin sont alors maigres. Des inondations empêchent parfois même d'accéder aux champs et aux marais pour les cultiver. Le bourgeois de Paris, en 1415, rapporte qu'il plut sans discontinuer de la Toussaint à Pâques, si bien que dura la grande eau jusqu'à mi-avril, qu'on ne pouvait aller ès marais entre Saint-Antoine et le Temple, ni dedans la ville, ni dehors. Il raconte aussi les épisodes de grêle, les orages et autres tempêtes qui jettent à bas les fruits, hachent les vignes, abattent le blé. Il faut aussi ajouter les attaques d'insectes ravageurs, en 1438 les chenilles qui gâtent les fruits et les attaques de hannetons qui sont récurrentes. Les aléas climatiques compromettent l'acheminement des marchandises du commerce, crues, débâcles, prises en glace de la Seine et de ses affluents, dont on a vu le rôle crucial pour l'approvisionnement du marché parisien, sont des catastrophes. Les crises alimentaires sont démultipliées ou aggravées par le contexte de guerre et d'insécurité de la fin du Moyen-Âge. Si le blocus de la ville n'est jamais complet, Paris constitue un enjeu dans la guerre de 100 ans et plus encore dans la guerre civile qui oppose Armagnacs et Bourguignons dans la première moitié du XVe siècle. Chaque camp cherchant à tenir la capitale ou à la reprendre aux parties adverses. La présence de troupes aux alentours, y compris des troupes débandées vivant sur le pays parce que désormais non soldées, on les appelle les routiers, puis les écorcheurs, tout cela rend périlleuse toute expédition hors des murailles pour les travailleurs de la terre, pour les collecteurs des rentes et des censes, pour les marchands. Marchandises pillées, personnes mises à rançon, sont légion chez notre bourgeois de Paris. Alors j'ai ici un exemple, en 1417, item en ce temps avait si extrême douleur à Paris que nul n'osait aller vendanger hors Paris, car les Bourguignons haïssaient moult les bourgeois de Paris, et ils venaient fourrer jusqu'au faubourg de Paris. Et quelques personnes qu'ils trouvaient étaient pris et emmenés en leur hoste, dans leur armée, donc mis à rançon. Ils mirent si fort le pays entour de Paris que Maret ne venait à Paris de nulle part. Le blocus est, là, en l'occurrence, assez sévère, à tel point qu'en 1426, la foire du Landy est suspendue et le restera 18 ans en raison de l'insécurité entretenue par la guerre. Elle est d'ailleurs suspendue plusieurs fois auparavant même. Tout cela se conjugue pour provoquer des pénuries fréquentes, d'autant que ceux qui détiennent des marchandises les stockent et spéculent à la hausse. Elle touche évidemment en premier les plus pauvres, car elle se manifeste d'abord par une hausse des prix. Les couches aristocratiques, elles, n'en sont guère impactées. Elles ne sont pas tributaires de l'approvisionnement et ont des moyens, je l'ai dit, quasi illimités.
Parfois, cependant, la pénurie est telle que même les catégories sociales aisées ont été touchées. Il y a, face à ça, est-ce que c'est ça ? Dans ces cas-là, on se rabat sur des consommations de succès d'année. Je l'ai dit tout à l'heure, faute de vin, on se met à brasser de la cervoise dans Paris, ce qui est pour les Parisiens vraiment signe d'une situation extrêmement défavorable. Alors, je ne sais plus. Alors voilà un autre cas de pénurie. Le pain manque à Paris parce que le blé est trop cher. Donc la verdure, elle aussi, et du coup, faute de porée, on vend des choses qui, normalement, ne sont pas destinées à la consommation normale, des mauves, des sauves, de l'appareil, des orties. Et comble de l'abomination, c'est même la préparation de ces aliments, va-t-on dire, qui pose problème, puisque c'est aussi de graisse dont sont privés les pauvres gens que plaint là notre bourgeois de Paris, et on est obligé de cuisiner à l'eau et sans pain, donc vraiment c'est la catastrophe, des aliments qui sont véritablement impropres à la consommation, particulièrement à la fin de notre paragraphe, des petites fèves noires qu'on saoulait donner aux porcs. C'est-à-dire une alimentation qui est d'ordinaire réservée aux animaux, dont désormais les humains doivent se contenter. Bon, je crois que j'ai été un petit peu longue. Non, ça va. Alors oui, les autorités essayent parfois de trouver remède à cette situation désespérante pour les plus pauvres et qui suscite, on en a un exemple dans le Bourgeois de Paris, une véritable émeute avec, on s'en prend à ces fameux accapareurs et on les passe par le fil de l'épée ou par le couteau et du coup les autorités sentent bien le danger possible et tentent des mesures de taxation. Ici, on interdit de vendre. Alors j'ai pris ici le cas du seigle, mais on cite dans les guillemets que j'ai mis les points de suspension, on cite d'autres denrées, mais on fixe un maximum, donc une taxation. Le seigle ne doit plus être vendu à plus de 3 francs le setier. Donc une mesure de taxation qui, on l'imagine, soulage les plus modestes qui vont pouvoir au moins se nourrir de pain fait de ce seigle, qui est un second choix, mais bon, quand même. Mais quelle est la réaction des marchands ? Aussitôt, nous dit le Bourgeois de Paris, quand les marchands qui allaient au blé, c'est-à-dire qui achetaient le blé et l'amenaient, et les boulangers, ouïrent le cri, si cessèrent de cuire, et les marchands d'aller dehors. Ils font la grève sur le tas. Ils ne vendent plus de blé. Ah, on ne peut pas vendre plus cher ? Eh bien, on ne vend pas. Et cette mesure de taxation qui aurait dû être un soulagement pour la population, en réalité, est contournée par ce qu'on peut donc appeler des spéculateurs à la hausse, des accapareurs, si vous voulez. Donc, ils arrêtent de cuire pour les boulangers et d'approvisionner en blé pour les marchands. Vrai est qu'aucun boulanger cuisait. Voilà la conséquence de cette situation. Donc, les boulangers ne cuisent plus et n'en pouvaient avoir chacun qu'un ou deux tout au plus. La quantité de pain qui est désormais produite à Paris est si faible qu'il est rationné. Chaque client qui se présente ne peut demander à avoir qu'un ou deux pains. Et il y avait toujours quelques 50 ou 60 personnes à lui, une queue donc de 60 personnes à la porte de la boulangerie, qui attendaient qu'il fût cuit et le prenaient tout venant du four. On voit là le début d'une émeute de Parisiens attendant à la porte du boulanger et se saisissant de la fournée dès qu'elle est à peine sortie du four. On imagine l'ambiance. Donc le Parisien moyen doit modifier son alimentation ordinaire. Il se résout d'abord sans doute à réduire les portions, adaptées aux cours qui flambent. À l'Hôtel-Dieu, les malades se plaignent de morceaux de viande trop petits par rapport à la ration normale, en principe définie. On réduit aussi le companaticum et s'augmente donc à proportion le pain dans le régime alimentaire. Et puis on en vient parfois donc à des aliments de substitution. On a vu la cervoise, mais on mange aussi du pain d'orge, l'orge étant en principe réservé là encore aux animaux, voire pire. Notre bourgeois nous raconte parfois du pain fait de cendres et de terre, quand le blé est devenu impossible à trouver.
Alors la situation, on le voit, est parfois dramatique. Un bémol quand même, pas à l'Hôtel-Dieu, paradoxalement, parce que l'Hôtel-Dieu a des ressources financières qui lui permettent d'amortir. Il achète en gros, ce qui lui permet aussi d'amortir les variations des prix et les flambées des prix. Et puis, il dispose aussi d'aumônes qui lui permettent de limiter les dégâts bien plus lourds pour les individus. On connaît des placards, c'est-à-dire des sortes d'affiches, si vous voulez, mis par l'Hôtel-Dieu, appelant la population à venir donner de la nourriture pour les pauvres malades, et ça marche très bien. C'est une œuvre pieuse que de donner aux malades, et du coup, l'Hôtel-Dieu peut mobiliser ses réseaux, la charité pour les hôpitaux, mais aussi pour les monastères et les collèges, par exemple, qui sont toutes des œuvres pieuses. Parfois, la crise alimentaire va jusqu'à la famine pour les plus démunis, et on retrouve en 1438 ici une véritable famine, parce qu'on meurt alors de faim à Paris en ce XVe siècle. Et toute nuit et toujours criaient petits enfants et femmes et hommes, « Je meurs, hélas, là d'où Dieu, je meurs de faim et de froid ». Je m'en voudrais de finir sur une note aussi négative. Et il faut redire pour conclure que Paris parvient en temps normal, à la fin du Moyen-Âge, à relever le défi de l'approvisionnement d'une ville monstre grâce aux conditions naturelles favorables qui ont doté la région de capacités productives élevées, mais aussi à la mise en place, au fil des siècles, d'infrastructures et à l'organisation d'un marché performant. Paris dispose de capacités d'approvisionnement ainsi particulièrement favorables. Il est du reste loisible de penser que si la population est aussi nombreuse au début du XIVe siècle, ce n'est pas sans lien avec ses capacités, et même que c'est bien en raison de ces capacités que Paris a pu devenir une ville monstre. C'est aussi peut-être pourquoi, au XVe siècle, Paris ne compte plus que 100 000 habitants. Je vous remercie de votre attention et je peux rappeler... Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour les images et pour les cartes vraiment magnifiques que vous nous avez présentées. Elles sont pas de moi, je les ai empruntées. Voilà, mais j'ai rendu à César. Voilà, c'est de très belles cartes. Donc là, vous pouvez maintenant poser des questions. Merci, madame. J'ai une petite question. Je suppose qu'on ne buvait pas de l'eau, mais est-ce qu'on utilisait de l'eau pour cuire, par exemple? Ah ben oui, bien évidemment. Alors, j'ai pas eu le temps, enfin, dans le temps qui m'était imparti, je me suis pas intéressée à la préparation des plats, qui me semblait moins dans le thème de... Mais c'est aussi là un marqueur social très important, que la façon de cuisiner. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le Bourgeois de Paris, les plus pauvres cuisent à l'eau et ne disposent pas de graisse. Donc on cuit à l'eau, évidemment, c'est de l'eau qui sert à faire bouillir, etc. Donc on voit ces pots dans lesquels on fait cuire longuement tout un tas de trucs qui mijotent ensemble dans la cheminée. Alors, pour les plats les plus élaborés et qui concernent plutôt les classes un peu plus aisées, on va trouver en revanche effectivement donc l'utilisation plus massive de corps gras qui vont permettre de frire, de poêler. Parfois aussi on met au grill. Donc ça, c'est des ustensiles qu'on retrouve dans les comptabilités, par exemple. Donc on voit bien effectivement que ces modes de préparation sont utilisés. Et puis bien sûr, dans les milieux aristocratiques, où on a des grandes quantités de commensaux, on tourne à la broche des moutons entiers. Voilà, donc ça, oui, effectivement. Mais alors qu'on ne boive pas d'eau, c'est discutable, mais c'est pas considéré comme une boisson. Enfin, voilà, c'est pas considéré comme une boisson. Et à vrai dire, elle est quand même probablement assez peu saine. Donc, bon, bien sûr, il y a de l'eau de pluie qui est aussi saine qu'on n'est pas obligé d'aller puiser dans la Seine pour boire. Il y a des puits, donc probablement on boit de l'eau. Mais c'est pas considéré comme une boisson, quoi. Voilà. Quand on se met à table, on ne boit pas d'eau. Moi, j'ai une question. Je voulais vous demander, puisqu'on est parti de l'eau, pour les préoccupations sanitaires,
Quelles sont les inquiétudes? Est-ce qu'il y a des aliments qui sont considérés bons pour la santé et dont on préconise la consommation? Et pour prolonger, mais peut-être que c'est complètement anachronique, est-ce qu'il y a des préparations de ce qu'on appelle actuellement des alicaments, mais voilà, des poudres? Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a d'une part l'aspect sanitaire. Donc, je l'ai dit, pour le poisson et pour la viande, on a des préoccupations sanitaires extrêmement précises et on surveille de façon extrêmement attentive. Par exemple, les porcs, alors je ne sais pas très bien, en épizootie, je ne m'y connais pas tellement, mais je sais que les porcs véhiculent une maladie assez fréquente, en tout cas au Moyen-Âge, que l'on détecte en regardant leur langue. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes, voilà. Et du coup, on languait les porcs, c'est-à-dire que systématiquement, on le voit à leur langue. Bon, donc on langoie les porcs, c'est le terme qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on examine leur langue avant d'autoriser la vente. Donc on a des connaissances, et pour les bœufs, enfin, il y a un certain nombre d'opérations de contrôle qui sont faites. Et c'est surtout sur la durée d'exposition de la viande, une fois qu'elle est débitée. Alors j'ai dit qu'ils arrivaient sur pied, mais évidemment, à part l'Hôtel-Dieu qui achète des moutons par entier et des bœufs entiers parce qu'ils sont beaucoup, le Parisien de base, il va acheter un quartier de mouton ou bien un morceau, en tout cas de mouton. Donc c'est le boucher qui débite et qui présente à son étal les morceaux de viande. Alors évidemment, il ne faut pas qu'ils restent trop longtemps. Donc il y a des officiers qui surveillent, qui passent pour que voilà, ça ne soit pas des choses qui soient devenues impropres à la consommation. L'autre aspect de votre question, c'était la question des alicaments. Alors bien évidemment, le Moyen-Âge a une connaissance empirique mais importante, héritée pour partie des médecins de l'Antiquité et des médecins arabes, de ces aliments qui sont utiles à recouvrer la santé. Alors ils ne sont pas dans le régime de l'Hôtel-Dieu qui est prescrit pour le quotidien, aussi bien pour les malades que pour le personnel d'ailleurs. Donc ils mangent tous pareil, donc le personnel n'est pas malade. Mais par contre, pour les malades, on va pouvoir prescrire un certain nombre de choses. On trouve des prunes, des pruneaux, des cerises, qui font alors souvent en décoction, donc des tisanes, énormément de tisanes qui sont réputées pour faciliter la digestion, etc. Donc oui, effectivement, il y a énormément de connaissances et de pratiques qui attestent de cette connaissance et de cet usage des aliments, mais pour des questions de santé. Mais évidemment, ce sont dans des quantités infiniment moindres que je n'ai pas eu à brasser ici. Voilà. Est-ce qu'il y a eu pour la consommation d'alcool, des analyses après pour justement les conséquences sanitaires pour la consommation d'alcool très importante à l'époque? Alors, elle n'est pas si importante que ça. Bon, les frères de l'Hôtel-Dieu, oui, 2 litres. D'accord. Après, bon, voilà, c'est ce qu'on leur autorisait. Après, je ne sais pas. Mais bon, je voulais montrer, c'était plus. Pardon ? Alors voilà, d'une part, ces rations-là, elles sont clairement faites pour établir une hiérarchie. Je vous l'ai montré, hein, les frères, les sœurs, les malades, les novices. Donc on voit la hiérarchie ecclésiastique. Enfin voilà, c'est clairement fait pour ça. Ceci dit, ce sont des quantités qui sont un demi-litre par jour. Bon, enfin, chacun ses opinions, mais bon, ça me paraît pas quelque chose d'extravagant. Sachant que effectivement, vous avez raison, selon le vin que l'on consomme, le degré d'alcool n'est évidemment pas le même. Je l'ai dit, ce sont des vins plutôt légers. Il arrive d'ailleurs fréquemment que le vin soit coupé d'eau. C'est le cas, les enfants de chœur, je vous ai entendu frémir quand j'ai parlé des enfants de chœur. Les enfants de chœur, on coupe leur vin avec de l'eau. Mais par contre, les malades, si on se met à mettre de l'eau dans leur vin, alors là, ça tousse. Hein. Ils ne sont pas contents du tout. Donc, c'est sans doute que le vin est déjà d'un degré d'alcool effectivement relativement faible, beaucoup moins élevé que celui qu'on a, nous, ordinairement. Voilà. Les comparaisons que j'ai pu faire avec des périodes postérieures, au XVIe siècle, par exemple, où c'est vrai qu'on en connaît pour des moniales aussi, qui boivent un peu moins. Mais pour les marins, c'est autre chose. Hein. C'est des quantités encore bien plus importantes. Donc voilà. Et puis après tout, il faut en trouver. Hein. Donc là, c'est pareil. C'est aussi une question de budget. J'imagine que... Voilà.
C'est pourquoi les malades à l'Hôtel-Dieu sont plutôt pas mal. Des fois, on n'arrive pas à les faire sortir d'ailleurs. Vous avez parlé d'une organisation. Les marchés sont organisés, les voies de communication sont organisées, il y a une réglementation, il y a des contrôles. Qui est l'organisateur de cela? Quel est le pouvoir qui gère l'approvisionnement de Paris? Et quelle est son origine, sa légitimité? Alors, il y a plusieurs choses. Parce que Paris, c'est une ville, mais c'est aussi une capitale. Donc, il côtoie des pouvoirs qui sont parfois concurrents. Donc on a à la fois des ordonnances royales, donc c'est le roi qui légifère pour certains domaines, et par contre l'autre pouvoir, c'est la prévôté des marchands. Paris n'a pas véritablement de municipalité à proprement parler, mais c'est quand même les marchands de Paris qui en assument en quelque sorte cette responsabilité. Et c'est la prévôté des marchands qui supervise les mesureurs, par exemple, que je vous ai montré. Donc ces officiers qui sont nommés, choisis, rémunérés. Donc il y a effectivement cette prévôté des marchands. Par exemple, alors en échange, pour superviser cette organisation, évidemment, ils prélèvent des taxes. Vous avez vu tout à l'heure le 4e, je parlais du 4e sur le vin, donc chacune de ces marchandises que j'ai évoquées, j'aurais peut-être dû le préciser, vous avez raison, est taxée, c'est-à-dire que est l'objet d'un impôt indirect, une TVA, si vous voulez, et qui permet de financer toute cette organisation, de rémunérer donc les officiers dont je parlais, éventuellement d'entretenir les routes, les ponts qui sont extrêmement coûteux à entretenir, compte tenu, je le disais, des débâcles de la Seine, de la prise en glace. Le pont est souvent emporté par l'inondation. Ce sont des ponts de bois pour beaucoup avant d'être des ponts de pierre. Et du coup, tout cela coûte très cher et donc génère une fiscalité qui va permettre justement d'organiser ça. Ces marchands de l'eau, en particulier, drainent énormément d'argent parce qu'ils ont le monopole du trafic sur la Seine, sur un large tronçon jusqu'à Mantes en aval et très haut en amont, si bien que ce trafic-là est à leurs mains en quelque sorte. Et outre cela, tous les marchands sont tenus, qui circulent par voie d'eau, donc puisque c'est la Seine qui est les marchands de l'eau la tiennent, tous ces marchands qui transitent par la Seine, arrivent à Paris par la Seine, ne peuvent décharger que s'ils ont pris compagnie française. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'associer avec un marchand parisien, lui, ayant le statut de bourgeois de Paris, pour pouvoir décharger au port de Grève ou dans n'importe quel des autres ports que je vous ai montrés sur le plan. Et évidemment, cette association fait que le marchand parisien, lui, qui n'a pas amené la marchandise, mais qui ne fait que s'associer, prend sa part, on va dire, des profits de la vente des marchandises. Donc au total, vous le voyez, une organisation contraignante et efficace en même temps. J'espère que j'ai répondu. S'il vous plaît. Oui. Vous avez parlé de la cuisson des aliments, mais quand Paris était mal approvisionné à cause des crues de la Seine, des embâcles sur la Seine, n'y avait-il pas en même temps un problème d'approvisionnement de combustible? Alors, vous avez tout à fait raison de poser la question. Je l'ai éliminé de mon diaporama, mais dans le bourgeois de Paris, j'ai repéré simplement ici les marqueurs alimentaires. Mais il fait état de pénuries autres, alors en particulier de ce qu'on appelle la bûche, donc ces grandes quantités de bois qui sont amenées par la Seine aussi, des forêts alentours, voire parfois plus lointaines, qui servent autant à la construction qu'au bois de chauffage. Bois de chauffage, peut-être plus encore que bois de cuisine en fait.
que combustible pour la cuisine. Il faut bien imaginer qu'il faut se chauffer à Paris. J'ai dit, on est dans le petit âge glaciaire, il fait des températures de loup. Hein. Et d'ailleurs, il y a des loups à Paris. Le Bourgeois nous fait état d'un enfant mangé par un loup à la Fontaine des Innocents. Et on a donc un froid terrible et il faut se chauffer. Donc c'est effectivement, très souvent sous la plume de notre bourgeois de Paris, revient cette angoisse de pouvoir trouver à un prix pas trop inabordable le combustible et le bois de construction aussi nécessaires à la vie de la ville. Et effectivement, c'est un souci réel, y compris pour les boulangers. Et ça coûte parfois très cher. Il y a aussi, je pourrais compléter en disant que je n'ai pas relevé non plus, mais c'est tout autant crucial, le sel. Parce que, je l'ai dit, on ne conserve globalement qu'avec le sel. On a plusieurs types. On peut conserver dans le vinaigre, on peut conserver dans le sucre quand on a les moyens. Mais évidemment, le principal, c'est dans le sel. Et donc, pour pouvoir, si une famille tue son porc élevé à l'arrière de la maison une fois par an, il faut qu'elle puisse le saler pour pouvoir le consommer tout au long de l'année. Donc, il faut pouvoir avoir du sel, et vous le savez, c'est une des denrées qui a été le plus tôt systématiquement taxée. La gabelle, ça existe déjà au Moyen-Âge, et c'est une vente forcée, en quelque sorte, de sel, et donc une vente fortement taxée. Et là aussi, c'est un souci crucial pour le bourgeois de Paris qui, en plus des denrées alimentaires que moi, je me suis attachée à relever, mentionne donc un certain nombre, des fois, il dit qu'on ne trouve pas de chaussures non plus. Donc ça ne m'intéressait pas pour le propos d'aujourd'hui. Une dernière question. Oui. Oui, bonjour. Vous avez à peine parlé du lait et des fromages. Oui. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus ? Oui, malheureusement, je n'avais pas pu parler de tout. Oui, on a des fromages. Ils sont très fréquents, très très fréquents. C'est d'ailleurs la principale façon de consommer des produits laitiers, bien évidemment. Alors, vous avez vu la crieuse de lait quand même. Le lait, on s'en méfie au Moyen-Âge. On s'en méfie parce qu'il est réputé d'humeur. Vous savez, la théorie des humeurs. Donc, ce n'est pas un très, très bon produit. Et a sans doute bonne raison, parce que c'est un produit aussi extrêmement fragile. Et vous voyez que notre laitier, enfin, celle qui promène son lait sur son... faut pas qu'il fasse trop chaud quand même, hein, parce que voilà, au bout de la journée, il doit être plus tellement consommable. Et à l'Hôtel-Dieu, on en consomme. Alors plutôt sans doute pour des cas particuliers de malades, mais pas dans le régime normal. Et donc le fromage, c'est le moyen de consommer ce lait sous une forme qui soit facile à conserver. Donc on a des fromages, on a certains fromages qui sont même réputés, on commence à avoir du brie. On a des origines. Après, on ne sait pas si ça correspond vraiment à un type de fabrication qu'on pourrait identifier. Ils sont parfois frais, donc on voit des fromages à la faisselle, par exemple, mais aussi très souvent secs. Alors le problème, c'est qu'on a parfois des quantités, mais on n'a aucune idée de la taille qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est comme les tonneaux, hein, 700 tonneaux, ok, mais combien de litres dans un tonneau ? Surtout qu'on connaît qu'il y a des tonneaux de taille variée, donc oui, mais lesquels ? Donc les fromages, c'est difficile, mais c'est extrêmement consommé. De là à vous dire s'ils sont à pâte pressée, molle, je ne pourrais pas malheureusement satisfaire votre curiosité davantage. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons lever la séance en vous remerciant encore une fois de cette présentation très intéressante.